Bonjour tout le monde. Dans la capsule aujourd'hui, on poursuit notre étude du système immunitaire en parlant de la réponse immunitaire acquise. Donc la réponse immunitaire acquise, c'est celle dans le fond qui nous permet de développer une mémoire immunitaire et c'est une réponse qui est spécifique. Donc, dans la capsule précédente, on a vu les principales cellules de la réponse innée. OK? Donc, cellules dendritiques, macrophages, neutrophiles, ce sont des phagocytes. Les natural killers, ce sont des cellules qui tuent les cellules cibles. Basophiles responsables de l'inflammation avec les mastocytes. Et eosinophiles s'attaquent aux gros parasites. Okay? Puis on avait parlé un petit peu du complément aussi. Là, on va aller s'attarder aux cellules ou aux composantes de la réponse immunitaire adaptative ou acquise. Cette réponse immunitaire-là va se développer après le premier contact avec le micro-organisme. Donc, par exemple, lors d'une invasion par un micro-organisme, je me blesse, je me coupe, il y a des micro-organismes qui rentrent dans la plaie, ce sont ces cellules-là qui s'activent en premier. Les cellules ici, de la réponse adaptative, ça va prendre 1 semaine, 2 semaines avant qu'elles soient parfaitement activées. Il faut que quelqu'un les stimule, il faut leur faire prendre conscience que le micro-organisme est présent. Par contre, ça c'est le premier contact. Si 6 mois plus tard, ces mêmes cellules-là revoient le même micro-organisme, eh bien à ce moment-là, elles vont s'activer en quelques heures. Donc, la réponse immunitaire adaptative, elle s'est adaptée, elle est acquise, donc on l'a développée avec le temps, va être plus rapide et plus forte lors des 2e, 3e, 4e contacts avec le même micro-organisme. Mais si c'est un nouveau micro-organisme qui entre en nous, bien, tout est à recommencer. Les principales cellules qui nous intéressent ici, ce sont les lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B, ce sont les cellules qui produisent des anticorps. Et ça, il faut que ce soit clair dans votre tête. Les anticorps, ce ne sont pas des cellules. Ce sont des protéines. Donc, ce sont des outils qui sont fabriqués puis sécrétés par les lymphocytes B ou cellules B. Et ces anticorps-là, par la suite, vont aller neutraliser, se fixer sur les bactéries, sur les micro-organismes. Donc, ils vont avoir plusieurs rôles à jouer. Et comme tels, ce sont des protéines fabriquées par des cellules. Dans ce cas-ci, des cellules B. Les lymphocytes T, je vais même en rajouter une 3e. Donc, les principales, on a les cellules T CD4. Cellules T CD4, ce sont ce qu'on appelle les cellules T auxiliaires. Ce sont elles qui sonnent l'alarme. Ce sont elles qui sont responsables du déclenchement de la réponse immunitaire. Cellules T CD8, un peu comme les NK, ce sont des cellules tueuses, mais ce sont des cellules spécifiques. Elles vont tuer les cellules infectées qui ont été infectées par un certain type de virus ou de micro-organismes, mais ce sont généralement les virus. Donc, par exemple, si j'ai une cellule T CD8 qui est spécialisée dans la réponse contre le virus du rhume, eh bien, elle va s'activer ou se réactiver à chaque fois que je vais avoir un rhume, ou du moins quand ce sera le même virus exactement. Donc, si je suis infecté par un autre virus, ce seront d'autres cellules T CD8 qui devront s'activer. Donc, ces cellules-là conservent une spécificité. C'est la même chose pour les anticorps. Si j'ai un anticorps spécifique pour la bactérie E. coli, ben, il ne sera pas utile pantoute si je me fais infecter par la bactérie salmonelle. Donc, chaque anticorps est spécifique. Chaque cellule T, CD4 ou CD8 est spécifique aussi à un antigène, à un type de micro-organisme. L'autre qu'on va ajouter, ce sont les cellules T suppresseurs. Les cellules T suppresseurs, ce sont eux qui calment la réponse immunitaire une fois que tout s'est terminé. Donc, allons ajouter un peu de détails à tout ça. Votre immunité acquise, vous pouvez la développer de 4 façons différentes. 2 façons naturelles, 2 façons artificielles. La façon naturelle active, ben, c'est quand vous vous faites infecter. Il y a un micro-organisme qui rentre dans votre corps, donc c'est naturel, c'est plate, mais c'est naturel. Et c'est actif parce que c'est vos cellules, c'est votre système immunitaire qui se réveille, qui s'active pour lutter contre l'infection. Donc ça, c'est la façon naturelle active. Donc dès que vous êtes malade, dès que vous êtes infecté, c'est une réponse naturelle active. Naturelle passive, ça s'est produit pendant une brève période quand vous étiez dans le ventre de votre mère ou si vous avez été allaité par votre mère une fois que vous étiez né. Ce que ça veut dire,
C'est naturel. Okay? Donc, c'est naturel d'être dans le ventre de sa mère. C'est naturel d'être allaité par sa mère. Donc, c'est normal que par le placenta ou par le lait maternel, notre mère nous transfère des anticorps. Donc, c'est naturel, mais on dit que c'est naturel passif parce que ce n'est pas le bébé, ce n'est pas le système immunitaire du bébé qui a produit les anticorps. Okay? Ils lui ont été donnés par sa mère. D'accord? Donc, si vous regardez l'image qui est ici, ce qui est disons, bleu-gris, okay, c'est pendant la grossesse, puis après ça, c'est après la naissance. Quand vous êtes dans le ventre de votre mère, okay, les micro-organismes qui infectent votre mère vont stimuler son système immunitaire et elle va produire différents types d'anticorps. Les anticorps qui vous sont transmis, ce sont des anticorps de type IgG. D'accord? Donc, par le placenta, ça c'est la concentration okay, sanguine d'anticorps IgG provenant de la mère que le bébé reçoit. Donc, si la mère a un rhume, le bébé va recevoir des anticorps contre ce rhume-là. Si la mère a une pneumonie, bref, vous comprenez le principe, les anticorps de la mère vont être transmis au bébé. Donc, ça, ce que ça fait, okay, c'est qu'à la naissance, le bébé vient au monde avec un certain bagage d'anticorps, okay, parce que lui, son système immunitaire, il n'est pas prêt. Là. Il n'a pas rencontré de micro-organisme, son système immunitaire ne s'est jamais activé. Mais lorsqu'il naît, l'enfant, très rapidement, il va être mis sous pression par les micro-organismes dans l'environnement de la mère. Okay? Et comme ils sont dans l'environnement de la mère, bien, il y a des chances que la mère ait déjà été en contact avec ces micro-organismes-là et qu'elle ait des anticorps. Donc, si elle en a transmis une partie à son enfant, bien, l'enfant va pouvoir se défendre avec ces armes-là, donc avec les anticorps de sa mère, et ça va lui donner le temps de produire ses propres anticorps. Donc, IgG transmis par la mère via le placenta. Mais là, à la naissance, on coupe le cordon, donc l'enfant ne peut plus recevoir d'IgG de sa mère. Donc, on va voir le taux d'IgG maternel qui va chuter. Les anticorps du bébé vont commencer à être produits, fait que ça, c'est merveilleux. Mais il va encore recevoir quelques anticorps okay, via le lait maternel et les anticorps qu'il va recevoir par le lait maternel, on les appelle les IgA. Okay? Tandis qu'ici, via le placenta, c'était des IgG. IG, c'est pour immunoglobuline, c'est un synonyme d'anticorps. Puis, on va le voir tout à l'heure, il y a 5 types d'anticorps. IgA, IgG, IgE, IgM, puis IgD. D'accord? Donc, ils ont des caractéristiques différentes, mais par le lait maternel, c'est l'IgA. Okay? Puis moi, je pense lait maternel, bouffe égale épicerie, épicerie égale IgA. Dans ma tête, ça a du sens. Okay? Donc, les IgA, on reçoit ça par le lait maternel. Si un enfant n'est pas nourri par le lait maternel, bien à ce moment-là, il reçoit du lait en formule. Puis le lait en formule, c'est très bien. Là. Il y a tous les éléments nutritifs dont le bébé a besoin, mais il ne recevra pas d'anticorps. Donc, un enfant qui est allaité au sein par sa mère a un avantage okay, au niveau immunitaire par rapport aux enfants qui, eux, sont nourris par la formule. Donc, naturel actif, tu développes ton immunité toi-même, tu es infecté, ton système immunitaire s'active. Naturel passif, tu as reçu des anticorps de ta maman. Maintenant, artificiel actif, on te vaccine. Okay? Quand on te vaccine, on t'injecte des bouts de micro-organismes ou des micro-organismes atténués ou tués. Puis, bon, on dit que c'est artificiel parce que c'est pas naturel, c'est pas le vrai micro-organisme qui t'a infecté, on te l'a administré, okay? Soit par voie nasale, par voie buccale ou plus régulièrement par injection. Donc, c'est artificiel, mais c'est actif parce que c'est toi qui produis tes propres anticorps. Okay? Quand moi, je me fais vacciner pour la grippe, par exemple, à chaque année, bien, on m'injecte des antigènes de grippe. Mon système immunitaire s'active et fabrique ses propres anticorps contre la grippe. Donc, artificiel actif. Artificiel passif, à ce moment-là, là, c'est un petit peu différent. C'est que, par exemple, okay, quelqu'un qui... En fait, je vais vous donner des exemples réels. On a déjà eu des étudiants, par exemple, qui sont allés au Pérou, puis ils ont été en contact avec des singes. Okay? Puis des singes, ils peuvent avoir la rage. Okay? Puis ils peuvent avoir aussi l'herpès simien, ça c'est autre chose. Mais s'ils ont la rage et qu'ils vous mordent, okay? Donc le singe te mord, tu peux recevoir le vaccin, mais on prend des risques. Donc, pour traiter la personne, on va lui administrer okay, de façon artificielle des anticorps
en tirage. Donc, des anticorps qui ont été produits soit chez un autre être humain, dans un animal ou en laboratoire. Okay? On en a fait un médicament et s'il y a une personne que l'on suspecte qui a été mordu par un animal et que cet animal-là pourrait être enragé, on lui donne les anticorps en tirage. Donc, si la personne, il y a des petits virus dans son corps, ben, les anticorps en tirage vont pouvoir venir neutraliser le virus avant que le virus n'atteigne les cellules cibles et qu'il les infecte. Je pourrais donner d'autres exemples d'immunité passive comme celle-là. On pourrait avoir des traitements contre les hépatites, contre le VIH. Donc, si par exemple, je vais donner un exemple aussi d'une amie qui était aux études en médecine dentaire, a fait une anesthésie à un patient, donc a piqué le patient, mais après ça, je ne sais pas si c'était de la nervosité ou quoi, elle s'est piqué un doigt avec la même aiguille. Okay? Donc là, on ne sait pas, le patient, est-ce qu'il est séropositif, est-ce qu'il a l'hépatite? Le protocole, c'est de nettoyer la plaie, aller aux urgences, puis de demander au patient s'il veut accompagner la personne pour que lui aussi fasse un test sanguin. Parce que si le patient n'est pas malade, pas le sida, pas l'hépatite, ben on vient de régler un gros stress. Mais là, le patient n'avait pas voulu y aller. Bref, l'étudiante est allée à l'hôpital, on lui a donné des traitements de trithérapie contre le VIH, on lui a donné des anticorps aussi. Donc, ces anticorps-là vont bloquer le virus, si virus il y a, avant qu'il n'infecte vos cellules. Du moins, on l'espère. Donc, c'est artificiel, ce n'est pas des anticorps que vous avez produits, et c'est passif parce que vous les recevez. Ce n'est pas vous qui les fabriquez. Donc, l'immunité adaptative, là, je pense qu'il y a un petit... c'est une vidéo? Oui. Vous pouvez aller voir une vidéo qui l'explique bien. Je ne vais pas le regarder avec vous. Donc, l'immunité adaptative ou acquise, elle est elle-même subdivisée en deux catégories. Ce que l'on appelle l'immunité humorale, donc, implique les lymphocytes B et les anticorps qu'ils produisent. Et l'immunité cellulaire qui, elle, implique les cellules T CD4 ou les cellules T CD8. Ces deux choses-là, il ne faut pas les voir indépendamment un de l'autre. L'immunité humorale et l'immunité cellulaire travaillent en coopération. En fait, la cellule B, pour être active et produire des anticorps, elle a besoin d'être co-stimulée par la cellule T. La cellule T CD8, pour être parfaitement active et tuer des cellules infectées, elle a besoin de la co-stimulation par la cellule T CD4. Comme je l'ai dit, c'est elle qui sonne l'alarme, donc elle est un peu à la base de tout. Mais une cellule B sans co-stimulation par une cellule T CD4, elle ne sera pas aussi active, elle va être ce qu'on appelle anergique, donc elle risque d'être encore moins active que lorsqu'elle est co-stimulée par la cellule T CD4. Donc, je commence par l'immunité humorale. Les lymphocytes B, à la base. Comment je pourrais vous expliquer ça? Je vais faire un petit dessin. Regardez bien ça. Donc, par exemple, si j'ai... On va les faire des couleurs différentes. J'ai 3 cellules B. Donc, ce sont tous des lymphocytes B. Et à leur surface, il y a des anticorps. Chaque cellule B a des anticorps de formes différentes. J'exagère la forme des anticorps, mais vous comprenez le principe. Chaque cellule B a été produite dans la moelle osseuse. Et on produit, ça c'est important, on produit nos cellules B avec des anticorps avant même de savoir qu'est-ce qui va nous infecter. Donc, chaque jour, vous produisez des milliers de cellules B qui ont toutes des anticorps différents. Et au hasard, parmi les cellules B que vous avez produites, il y en a une couple là-dedans, quelques-unes, qui vont reconnaître des virus, ou des bactéries ou quoi que ce soit. Donc, supposons que vous vous faites infecter par une bactérie et qu'à la surface de cette bactérie-là, il y a des antigènes comme ça. Donc, j'ai des antigènes comme ça. D'après vous, laquelle des bactéries, pas des bactéries, des cellules B, donc on va dire ça c'est 1, 2, 3, laquelle aurait des anticorps qui reconnaîtraient les antigènes de cette bactérie-là? Si on y va de façon logique, c'est l'anticorps qui a
un petit peu la forme triangulaire. Donc, ce serait la cellule numéro 3, cellule B numéro 3, qui serait activée. D'accord? Avant de rencontrer la bactérie, toutes mes cellules B étaient des cellules B qu'on va dire naïves. Okay? Elles ont quitté la moelle osseuse, elles n'ont pas encore rencontré d'antigène, donc elles ne sont pas encore actives. Mais lorsque la cellule B, dans ce cas-ci la numéro 3, reconnaît la bactérie, là, elle va s'activer. Okay? Et en s'activant, okay, puis là, ça va y prendre aussi, j'ai oublié de le dire, là. Je ne sais pas quelle couleur je peux le mettre, là, peu importe. Donc, si je mets ici, par exemple, une cellule T CD4, donc la cellule T CD4 va avoir son rôle aussi à jouer. D'accord? Ce qui va arriver, okay, c'est que bon, la cellule B rencontre l'antigène et la cellule B va aussi recevoir de l'information de la cellule T CD4 pour lui dire oui, tu dois t'activer. Okay? Et une fois que ça va être fait, la cellule B va pouvoir devenir deux choses. Elle va pouvoir devenir un plasmocyte ou elle va pouvoir devenir une cellule B mémoire. Un plasmocyte, okay, c'est une grosse cellule B qui va produire et qui va libérer plein d'anticorps. Okay, voyez ça comme un véhicule militaire, okay, qui bombarde le sang avec ses anticorps. Donc, si la cellule B a reconnu l'antigène pour lequel elle a été conçue et qu'elle est co-stimulée par la cellule T CD4, elle peut devenir un plasmocyte. Donc, le plasmocyte produit et libère plein d'anticorps. Ou elle peut devenir une cellule B mémoire. La cellule B mémoire, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Okay. Là, je dis une, on en fait des milliers de cellules mémoire, puis on fait des milliers de plasmocytes. Là. Donc, ça, c'est tout à partir de la même cellule. Là. Les cellules mémoire, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont demeurer en stand-by, en attente. Okay? Souvent dans les ganglions lymphatiques ou dans la rate, par exemple. Et elles vont attendre la prochaine infection. Okay? Donc là, les plasmocytes devraient régler le cas de la bactérie qui est là. On guérit. 6 mois après, vous êtes réinfecté par la même bactérie. Là, les cellules mémoire, elles vont s'activer tout de suite. Okay? Puis elles aussi vont pouvoir se différencier en plasmocytes. Le premier contact qu'on a eu avec la bactérie, okay, par le temps que la cellule B rencontre l'antigène, qu'elle soit co-stimulée par la cellule T, qu'elle devienne plasmocyte ou cellule B mémoire, on parle d'une semaine ou deux. Okay? Cependant, si la même bactérie revient et que là, on a des cellules B mémoire, là, boum, en quelques heures, on réactive et la bactérie, le virus se font éliminer. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus fort comme réponse quand on a des cellules mémoire. OK? Puis juste, on va en parler tantôt, là, mais le phénomène ici, là, où j'avais 3 cellules, OK, et qu'il y en a une qui a été choisie, non pas les deux autres, on appelle ça la sélection clonale. Donc, on a choisi la cellule B, OK, ou le clone, qui était apte à reconnaître et à détruire la bactérie. Donc, dans ce cas-ci, mes lymphocytes A et B, 1 et 2, okay, donc les lymphocytes B, 1 et 2, ne sont pas activés. Peut-être qu'ils ne seront jamais activés, les lymphocytes B, 1 et 2. Peut-être qu'ils vont finir par mourir, on va dire, de vieillesse, là, okay, quelques semaines plus tard. Okay? Mais si je ne sais pas moi, une autre bactérie arrive, okay, une autre bactérie, on va dire, un petit peu différente, mais avec des antigènes de forme un petit peu plus carrée, bien là, ça serait la cellule B1 qui viendrait neutraliser cette bactérie-là. D'accord? Donc, ça, c'est la sélection clonale. On choisit ou on stimule les cellules B qui peuvent nous être utiles. Ça ne me donne rien, okay, de produire plein de plasmocytes puis de cellules mémoire de toutes les cellules B que je produis. Ça serait ingérable. Okay? On serait des gros paquets de cellules. Okay? Ça ne serait pas super pratique. Donc, on va stimuler seulement les cellules qui nous intéressent. Ces cellules-là vont nous donner des plasmocytes ou des cellules B mémoire, et à ce moment-là, on va pouvoir lutter efficacement contre les infections. Voilà. Okay, donc, j'espère que ça explique un peu.
D'ailleurs, bon, vous avez une image à droite ici d'un anticorps, la forme typique, là, une espèce de Y. Puis ce que vous voyez en bas, okay, si on fait abstraction des anticorps qui ont été rajoutés par ordinateur, c'est vraiment une image microscopique d'un lymphocyte B activé. Et vous allez remarquer, là, il y a plein de petites lignes dedans. Ça, là, c'est une structure. C'est une structure dans la cellule qu'on appelle le RER, réticulum endoplasmique rugueux. C'est pas important. Cette structure-là, toutes les petites lignes, sert à faire des protéines. Dans une cellule normale, c'est beaucoup plus petit, le RER. Mais dans un plasmocyte, on doit tellement produire de protéines, tellement produire d'anticorps que le RER se développe vraiment beaucoup. Définition d'anticorps, okay, c'est une protéine produite par les lymphocytes B qui est spécifique à un antigène donné. Donc, si je répète, je vais essayer de répéter dans les mêmes mots. Donc, c'est une protéine produite par les lymphocytes B et qui est spécifique à un antigène donné. Les types d'anticorps que l'on a, on a le A, le E, le G, le M et le D. Le D, je le mets en dernier parce que jusqu'à récemment, là, on ne sait pas encore vraiment à quoi il sert. Mais les 4 autres, on va les voir plus en détail parce qu'ils ont des rôles spécifiques à jouer. Donc, l'anticorps IgG, c'est celui qui est le plus abondant dans votre sang. Okay? Si je prenais un échantillon sanguin de tout le monde dans la classe puis je faisais une analyse, c'est sûr que c'est l'IgG que je trouve le plus. Okay? Vous avez des IgG qui contenaient plein de micro-organismes différents, mais ce sont des anticorps de type IgG. Donc, les IgG ont la forme un petit peu caractéristique de Y, comme on peut le voir sur l'image ici. C'est eux qui sont les plus produits lors de la réponse secondaire. Donc, dans un deuxième contact avec le même antigène, quand les cellules B mémoire s'activent, okay, ce sont des IgG qui vont être produits. Là, on a coupé le mot ici. Là. Okay, c'est nouveau-né qui est là. Donc, protection passive pour le nouveau-né. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les anticorps de type IgG, ce sont eux qui sont transmis de la mère à l'enfant lors de la grossesse. Et si vous vous rappelez, on a vu le complément dans la capsule vidéo précédente. Donc, dans ce qu'on appelle la voie classique, okay, donc vous avez une bactérie, il y a un anticorps qui se colle dessus, et là, les protéines du complément vont venir s'assembler à partir de l'anticorps et vont finir par former un trou dans la bactérie et elle va mourir. Donc, ça, c'est les rôles des IgG. IgM, regardez sa forme. Okay? On dit que c'est un pentamère. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait 5 anticorps reliés les uns aux autres. Qu'est-ce que ça a comme avantage? C'est qu'on peut fixer, okay, quand on voit la forme de Y de l'anticorps, là, les régions ici qu'on appelle les régions variables, c'est les endroits où peuvent être captés les antigènes, donc les proies ou les cibles de l'anticorps. Donc, quand j'ai un anticorps à 5 têtes, donc techniquement, je peux capter 10 antigènes. C'est tout le temps le même antigène, mais quand même, je peux en fixer beaucoup plus. Lui, c'est l'anticorps qui va être produit lors du premier contact avec le micro-organisme, donc lors de la réponse primaire. On va le retrouver dans les compartiments intravasculaires, donc au niveau du sang, et lui aussi, comme l'IgG, peut activer le complément. L'IgA, okay, rappelez-vous, c'est lui qui était transmis par le lait maternel, là, bouffe, épicerie, IgA. Lui, il a une forme de dimère, donc c'est 2 anticorps liés un à l'autre. On va le retrouver dans les sécrétions, donc dans votre salive, dans les larmes, dans les muqueuses, etc. Puis, de toute évidence, donc dans le lait maternel. Certains micro-organismes sont capables de le détruire. Okay? Donc, ça peut donner problématique parce que les bactéries s'adaptent un petit peu à l'élimination de cet anticorps-là. Puis l'anticorps aussi, okay? Là, il faut penser un petit peu plus en termes de digestion. Là. Mais puisqu'il est sécrété au niveau de la muqueuse digestive, c'est une protéine, il devrait être digéré puis détruit par vos propres enzymes. Mais il y a des structures okay, dessus okay, qui limitent l'attaque par nos enzymes digestives. Donc, l'anticorps que vous sécrétez dans votre salive, dans votre muqueuse digestive, ne sera pas aussi détruite là, que des protéines, on va dire, normales. Voilà. L'IgE, forme normale, okay, donc le Y, on en retrouve de minimes quantités dans le sérum, donc dans la partie liquide du sang. La
L'affaire qui est spéciale avec les IgE, OK, je vais faire un petit dessin pour ça aussi, c'est qu'ils sont impliqués dans les réactions allergiques. Donc, par exemple, moi, bon, je vais prendre mon exemple. Je suis allergique au chat. Okay? Donc, je suis allergique à certaines protéines de chat. Je vais prendre l'exemple aussi de mon fils qui est allergique à certains types de pollen. Okay? Donc, supposons que mon fils, je vais prendre mon fils, inhale des petits pollen, des petits grains de pollen dans l'air. Okay? Ces anticorps IgE, donc ça, ce sont ces IgE, donc des anticorps IgE spécifiques au pollen, bien, ces anticorps vont capter le pollen. Jusque-là, ce n'est pas la fin du monde. Mais le problème majeur avec ça, c'est qu'il y a des cellules, okay, soit des basophiles, okay, ou plus particulièrement, là, on va se concentrer peut-être plus sur ceux-là, des mastocytes, qui eux vont reconnaître, excusez mes dessins, là, ces IgE-là. Et dans les mastocytes, il y a plein de vésicules qui contiennent une molécule qui provoque l'inflammation. Okay? Donc, si l'anticorps est capté par un mastocyte, ça va provoquer la libération de ces petites molécules-là. Ces petites molécules-là, c'est quoi? C'est de l'histamine. Et qu'est-ce que vous prenez quand vous êtes allergique? Vous prenez un médicament qui s'appelle un antihistaminique. L'antihistaminique, dans le fond, ce qu'il veut, c'est bloquer ces réactions-là, bloquer la libération d'histamine. Okay? Donc, les mastocytes ou les IgE, normalement, okay, leur vrai job, là, ce serait de, par exemple, s'attaquer à des gros parasites. Okay? Donc, les anticorps devraient venir se coller là-dessus. Okay? Et à ce moment-là, le mastocyte libérerait de l'histamine, ça créerait de l'inflammation, puis ça attirerait plein de cellules immunitaires vers le site de l'infection. Mais dans le cas des allergies, ce n'est pas ça qui se produit. Okay? Vous inhalez du pollen, vous inhalez des poussières sur lesquelles il y a de la salive de chat, vous mangez des arachides, vous mangez des fruits de mer, il y a quelque chose qui se passe et vos IgE capotent. Okay? Donc, les IgE, si je sors de là, donc responsables entre autres de l'asthme et des allergies, mais leur vrai rôle, normalement, okay, ça devrait être de s'attaquer aux elles-mêmes, donc de s'attaquer aux gros parasites. Je m'excuse pour l'image qui est là, ça me fait rire, puis je l'ai gardée parce que ça me fait rire. C'est une image que j'ai trouvée, j'ai fait une recherche pour trouver une image là, avec l'IgE et les allergies, et ça m'a sorti une image en allemand, puis je l'ai gardée. Okay? Donc, les B-cells, okay, mast cells, donc, cellule B produit des anticorps, dans ce cas-ci des IgE. Les mastocytes captent les IgE. Quand l'allergène arrive, l'allergène est fixé par les IgE et l'IgE libère de l'histamine avec un E en français. Donc, c'est là que la réaction allergique se produit, l'inflammation, le nez bouché, les yeux rougis, le mal de gorge, ou des fois, ça peut devenir vraiment dangereux, les réactions sur la peau, etc. Rôle des anticorps. Okay? Là, je vais vous inviter à aller jeter un coup d'œil sur les vidéos qui sont là. Okay? Mais je vais les résumer ici. Quand on parle d'un rôle des anticorps et qu'on parle de la neutralisation, ben, c'est que si vous avez, par exemple, un virus, okay? Puis que le virus, dans le fond, lui, il veut venir infecter cette cellule-là, okay? Puis il y a des petites protéines là, à sa surface qui lui permettent de faire ça. Donc, vous avez la cellule cible qui est là. Normalement, le virus voudrait aller se fixer ici. Mais quand vous avez des anticorps, ils peuvent neutraliser le micro-organisme en se fixant dessus. Donc, le virus, dans ce cas-ci, ne pourrait pas aller se fixer à la cellule parce qu'il a été neutralisé. L'agglutination, vous le voyez ici, okay, c'est lorsque des anticorps se fixent à plusieurs globules rouges ou plusieurs bactéries ensemble et ça fait un agrégat, un rassemblement, un moton en bon québécois de bactéries, de cellules okay, qui pourront être par la suite phagocytées par un neutrophile ou un macrophage. Okay, même principe pour la neutralisation. Là. Tout ce qu'on voit ici, là, le virus et les anticorps qui sont dessus, éventuellement, le macrophage va reconnaître ça. Okay, il va y avoir le phénomène d'opsonisation, rappelez-vous, et ils vont aller le bouffer.
Précipitation, c'est un peu le même principe que l'agglutination, mais la précipitation, ça veut dire qu'il y a une molécule qui est dissoute dans le sang. Donc, elle n'est pas physiquement là, on va dire, elle est dissoute. Et lorsqu'il y a plein d'anticorps qui se fixent dessus, ces molécules-là, l'ensemble des anticorps et des antigènes vont précipiter. Okay? C'est un peu le même principe. Quand vous mettez du sel dans de l'eau, là, okay? Le sel va se dissoudre et on ne le verra plus. Mais si vous rajoutez du sel, éventuellement, quand il va y en avoir trop, il y a du sel qui va se cristalliser et qui va précipiter dans le fond du verre d'eau. Donc, dans ce cas-ci, c'est le même principe. Les petits points, ce sont les antigènes. Les Y bleus, ce sont les anticorps. Et quand on en a beaucoup, okay, ça forme un précipité. Le précipité, maintenant, il est physiquement là. Il est visible pour les macrophages qui vont aller le manger. Activation du complément, j'en ai parlé. Donc, s'il y a des anticorps qui se fixent sur une bactérie, les protéines du complément peuvent venir s'y fixer et entraîner la destruction de la bactérie. Ça, c'est super important pour lutter contre les bactéries. L'opsonisation, rappelez-vous mon exemple avec les pizzas. Plus il y a d'anticorps sur une bactérie ou plus il y a... Donc, dans ce cas-ci, c'est les anticorps. AC, c'est pour anticorps. Anticorps ou la protéine, par exemple, C5b. Donc, si on a une ou deux de ces molécules-là sur une bactérie, le macrophage va aller manger la bactérie avec plus d'avidité. Puis ADCC, n'a rien à voir avec le groupe de musique ACDC, c'est pas pareil. Ça, c'est la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. Donc, c'est lorsque des anticorps se fixent sur une cellule cible et ça va entraîner la destruction de cette cellule-là par l'intermédiaire des cellules qui sont ici. Okay? Donc, voilà pour les rôles. Allez voir les vidéos, c'est bien fait, ça complète l'explication. Maintenant, des anticorps, vous en produisez plein dans votre corps et vous produisez des anticorps contre plein de micro-organismes. Mais si on voulait purifier un type d'anticorps précis, okay, ça serait intéressant parce qu'on pourrait, je vais vous montrer des exemples, là, en faire des produits vraiment particuliers. Donc, quand on parle d'un anticorps monoclonal, c'est qu'on a purifié des anticorps qui s'attaquent à une structure particulière, donc à un antigène particulier. À quoi ça peut nous servir ça? Ça peut nous servir à faire du marquage. Donc, par exemple, les cellules qui sont ici, on les a marquées avec des anticorps, mais des anticorps qui avaient une petite molécule fluorescente. Donc, par exemple, en vert, c'était des anticorps qui reconnaissaient les microtubules dans les cellules. Et ceux qui étaient en rouge, okay, donc c'était des anticorps qui reconnaissaient, par exemple, des protéines sur lesquelles l'ADN se fixe. Vous donnez un exemple aussi en biotech, ça c'est une image qu'on a prise, c'est une coloration fluorescente que nos étudiants ont fait ici au cégep. Donc on avait des anticorps fluorescents qui se fixaient au cytosquelette de la cellule. Donc on pouvait observer les cellules comme ça. Mais plus près, disons, de la réalité de tous les jours, on va le dire comme ça, il y a des tests okay, qui sont faits à partir d'anticorps comme ceux-là qui nous permettent de faire le diagnostic de maladie. Des tests de grossesse. Okay? Test de grossesse, regardez bien, je fais un autre dessin. C'est la journée dessin aujourd'hui. Donc, le test de grossesse, okay, on comprend un petit peu le principe. La dame doit uriner, récupérer quelques gouttes d'urine, puis, dans le fond, les récupérer sur une petite bandelette. Ce qui arrive, okay, sur la bandelette du test de grossesse, okay, vous ne voyez pas à l'œil nu, c'est sûr, okay, mais on va venir placer des anticorps sur la bandelette. Okay? Donc, on place des anticorps ici. Vous ne les voyez pas. La dame, donc, urine. Okay? Et là, l'urine migre sur la bandelette. Dans l'urine, okay, il se pourrait qu'il y ait une hormone qu'on appelle HCG. C'est l'hormone de grossesse. Okay? Les anticorps qui sont ici sont des anticorps anti-HCG. Donc, ce sont des anticorps qui sont spécifiques pour cette hormone-là de grossesse. Donc, quand l'urine arrive, okay, il
il y a une première chose qui va apparaître. Okay? On va voir une ligne. Juste le fait qu'il y ait présence d'humidité, il y a une ligne qui apparaîtrait. Donc, on verrait, par exemple, s'il n'y a pas d'hormone de grossesse, bien, on verrait seulement le moins qui apparaîtrait. Okay? Mais si l'hormone de grossesse est captée par les anticorps, ça va faire un précipité. Et là, il y a une bande comme ça qui va apparaître. Et là, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait un plus. Désolé pour ça. OK? Donc, le plus va égaler grossesse. Donc, le plus apparaît si et seulement si il y a un précipité qui se forme sur votre bandelette. Donc, ça, c'est grâce à des anticorps monoclonaux qui sont des anticorps anti-HCG. D'autres choses aussi, traitement de prophylaxie chez les femmes enceintes. OK, oups. Okay, ce qu'on appelle le Winro. Ça, c'est un traitement qui a permis de sauver plein de vies. Okay? Lorsqu'une femme enceinte, par exemple, de groupe sanguin avec le rhésus négatif, okay? Donc supposons la femme est A négatif, puis son conjoint est B positif. En fait, je vais donner l'exemple de moi et ma conjointe. Okay? Ma blonde est O négative. Okay? Donc, donneuse universelle, moi je suis B positif. On a eu des enfants ensemble. Okay? Ce qui peut arriver, okay? Puis ça pourrait être dangereux, c'est que la femme reconnaisse le groupe sanguin différent du sien, donc soit le B ou soit le rhésus. C'est souvent les rhésus le problème. Donc, si par exemple son premier garçon, okay? Notre premier garçon, est B positif, lors de l'accouchement, ça se peut que son sang à elle soit en contact avec le sang du bébé. Donc, elle pourrait produire des anticorps contre le groupe rhésus positif. Souvent, à la naissance du premier bébé, ce n'est pas la fin du monde. Le bébé est déjà né, il est sorti, il ne sera pas attaqué. Mais lors d'une grossesse subséquente, si les autres bébés sont eux aussi rhésus positifs, bien, à ce moment-là, les anticorps qu'elle transmet au bébé via le placenta pourraient s'attaquer au bébé lui-même. Donc, on a un médicament, en fait, c'est une injection qui s'appelle le Winro, qui sont des anticorps qui vont masquer aux yeux du système immunitaire de la mère la présence de globules rouges de groupes sanguins différents. Donc, si le bébé a un groupe sanguin rhésus positif et que la mère est rhésus négatif, en injectant le Winro à la mère, elle va avoir moins tendance à attaquer le sang de son bébé, donc moins tendance, littéralement, elle pourrait le tuer. Elle pourrait causer aussi de graves jaunisses. Okay? Ça pourrait provoquer des fausses couches aussi. Donc, c'est quand même pas rien. Fait que la présence ou l'invention de ce médicament-là, on va l'appeler comme ça, okay, fait à base d'anticorps monoclonaux, a permis de sauver plein d'enfants. Okay? C'est quand même cool. Ensuite, donc, traitement contre le cancer, on pourrait modifier certains anticorps. Okay? Si je reprends l'anticorps ici en haut, là, je vais en faire un nouveau. Donc, vous avez un anticorps, okay? Puis cet anticorps-là reconnaît des cellules cancéreuses, et sur l'anticorps, vous collez un médicament. Okay? L'anticorps va aller se coller sur la cellule tumorale et va amener avec lui le médicament. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Traitement des maladies, okay? De la grippe, de la COVID-19, il y a eu des tests qui ont été faits si on pouvait récupérer les anticorps de patients convalescents, donc de patients qui sont guéris de la COVID-19, de prendre leurs anticorps puis de les injecter à des personnes pour les aider. Fait que, anticorps monoclonaux, il y a plein d'applications. Comme j'ai dit, mon test de grossesse, okay, c'est un bon exemple. Ici, ces tests-là, on les a au cégep. Si jamais vous avez mal à la gorge, on pourrait faire un test. C'est le même principe que le test de grossesse. Donc, il y a des anticorps vis-à-vis la bande ici. Donc, on prend un échantillon de salive du patient. Et s'il est porteur d'un streptocoque, donc son mal de gorge est dû à une bactérie, okay, il y a deux bandes qui vont apparaître, mais si le patient est négatif, il y a juste une bande qui va apparaître. Okay? Donc, ça aussi, c'est dû à des anticorps monoclonaux. Maintenant, l'immunité cellulaire, due aux cellules T, CD4, CD8. Les CD4, c'est celles qui sonnent l'alarme. Elles aident tout le système immunitaire à s'activer. Cellules T, CD8, vous pourrez aller voir la petite vidéo, mais ce sont des cellules tueuses. Elles, leur job, c'est de spotter, de détecter les cellules infectées par un virus, et lorsqu'elles le voient, elles l'éliminent. Comment elles peuvent l'éliminer?
c'est soit par contact direct. Okay? Donc, supposons que ça, c'est la cellule, on va dire, infectée. La cellule infectée va présenter à sa surface un petit bout de virus. Okay? Comment le phénomène, c'est pas grave. La cellule TCD8 va arriver, va reconnaître ça, et contact direct, cellule à cellule, elle va envoyer un message à la cellule cible de se laisser mourir. Un message qu'on va appeler, ou une mort cellulaire qu'on va appeler l'apoptose. Ça peut être aussi par réception de cytokines. Donc, on peut envoyer un message chimique. Okay? On envoie un texto okay, d'une cellule à l'autre. Donc, à distance, la cellule reçoit le message, se laisse mourir. Et la troisième stratégie, c'est un petit peu plus violent. Okay? La cellule T ou la cellule NK arrive près de la cellule qui est infectée. On va libérer deux substances. La cellule T, CD8, va libérer des perforines. Puis juste avec le nom, d'après vous, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont perforer la cellule, faire des trous. Et une autre molécule, la granzyme, va entrer par ces trous-là et va aller détruire l'ADN de la cellule cible. Donc là, encore une fois, ça a l'air cruel. On tue nos propres cellules, on tue nos cellules qui sont infectées. Mais il faut savoir que si on les laisse en vie, ces cellules-là, elles vont être tuées par le virus de toute façon. Donc, c'est mieux de les tuer nous-mêmes, okay, que ce soit d'une façon ou de l'autre. Et à ce moment-là, on limite les chances qu'il y ait libération de virus. Ça ici, c'est le phénomène d'apoptose. Vous n'avez pas à apprendre tout ça comme moi je l'ai fait à l'université. L'apoptose, dans le fond, c'est une mort cellulaire programmée. C'est lorsque les cellules, justement, reçoivent un message d'une cellule TCD8 et doivent se laisser mourir. Et ça, c'est toute la séquence d'événements qui mène à la destruction de l'ADN de la cellule. Puis quand quand la cellule détruit son ADN, elle meurt. Fait que l'apoptose, c'est ça. Okay? C'est un processus qui permet d'éliminer des cellules dont on n'a pas besoin ou des cellules infectées. Anecdote là-dessus, okay? Lors de notre développement, quand on est un bébé, nos doigts et nos ongles, pas nos ongles, mais nos orteils sont comme palmés. Okay? Et le développement normal de notre corps fait en sorte qu'on va éliminer par apoptose toutes les cellules qui sont entre nos doigts. Il y a des enfants chez qui ça ne fonctionne pas, donc à la naissance, on va physiquement les couper. Pas les doigts, on va couper les espaces entre les doigts pour que les doigts soient libres. L'antigène, okay, j'en parle depuis tantôt, dans le fond, un anticorps, sa job, c'est de reconnaître un antigène. Puis un antigène, c'est quoi? C'est toute molécule qui peut être reconnue par le système immunitaire. On va les appeler des protéines ou des molécules du non-soi. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient. Donc, un antigène, ça pourrait être une protéine sur une bactérie, sur un virus, sur un mycète. Ça pourrait être du pollen d'une plante. Okay? Donc, l'antigène n'est pas nécessairement toujours dangereux, mais mon système immunitaire va le reconnaître comme étant étranger. Ça, c'est important. Un même micro-organisme peut avoir plusieurs antigènes différents à sa surface. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs cellules qui pourraient l'attaquer. Okay? Et les anticorps, encore une fois, quand vous voyez AC, c'est anticorps, sont spécifiques à un même épitope, donc vraiment à une structure spécifique sur l'antigène. Donc, vous voyez l'antigène ici, l'anticorps. Donc, regardez la forme de la région variable de l'anticorps. Ça va venir se fixer ici. Lui, il va se fixer sur celui-là, puis lui, ben, il pourrait se fixer sur tous les antigènes qui sont là. Donc, un anticorps reconnaît toujours un antigène. Les aptènes, ça c'est particulier, c'est des molécules étrangères qui sont très petites, okay, qui ne sont pas immunogènes, mais qui peuvent être problématiques. Je vais donner un exemple. La pénicilline. Généralement, la pénicilline, ce n'est pas une molécule qui est reconnue par votre système immunitaire. Okay, donc, supposons que ça, c'est la pénicilline. Elle est trop petite. Mais le problème avec la pénicilline, c'est que parfois, elle va venir se coller sur une protéine qui, elle, est beaucoup plus grosse. Et là, il y a un anticorps qui va la reconnaître. OK? Donc, moi, par exemple, mon garçon était allergique à la pénicilline. Je dis était parce que maintenant, il ne l'est plus. Fait que c'est merveilleux. Fait que c'est ça qui est arrivé chez lui. Moi, j'ai déjà pris de la pénicilline, mais je n'ai jamais été allergique. Donc, moi, cette molécule-là, l'aptène, okay, n'a jamais été problématique. Mais pour mon garçon, regardez bien, okay, ça a été problématique. Donc, ça, c'est après une journée ou deux, okay, où il a reçu l'antibiotique. On voyait déjà des petites taches apparaître sur son visage. Puis, quelques journées plus tard, regardez de quoi il avait l'air. Il était pas malheureux, ça faisait pas mal, il n'y avait pas de démangeaison, mais c'était assez spectaculaire à voir. Définitivement, déjà quand on avait, disons, les premiers signes, on a arrêté de donner l'antibiotique avec l'accord du médecin. Mais juste le temps que le corps élimine la pénicilline et tout, la situation a quand même, s'est quand même aggravée.
Heureusement, ça n'a pas bloqué ses voies respiratoires, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de danger pour sa vie, mais visuellement, c'était assez particulier. Donc ça, c'est un aptène. Normalement, un aptène ne provoquerait pas de réponse immunitaire, mais dans ce cas-ci, malheureusement, ça en a provoqué une. Sélection clonale, je l'ai expliqué un petit peu. Okay? C'est de stimuler seulement les bonnes cellules B ou cellules T qui vont nous être utiles. Donc, on en produit plein de cellules B ou T différentes, mais seulement, par exemple, les cellules B avec le bon anticorps vont reconnaître les bactéries qui possèdent l'antigène qui fit avec l'anticorps. Même principe pour les cellules T. Les cellules T ont aussi des récepteurs qu'on appelle les CD4 ou les CD8 qui, elles aussi, vont être spécifiques pour un type d'antigène. Donc, pour que la cellule se multiplie, okay, que ce soit la cellule B ou les cellules T, elles doivent reconnaître l'antigène. Et ce sont seulement ces cellules-là qui vont s'activer. L'autre extrême, c'est ce qu'on appelle la délétion clonale. Okay? Votre corps ne doit pas produire des cellules immunitaires qui pourraient s'attaquer à lui-même. Okay? Je vous garde ça bien simple. Puis des fois, ça ne marche pas. On s'entend là-dessus. Vous connaissez peut-être des gens qui ont des maladies auto-immunes. Donc, ont une maladie causée par leur propre système immunitaire. Okay? Des exemples bien simples, le diabète de type 1. Okay? Le diabète de type 1, c'est lorsque les anticorps ou les cellules T d'une personne s'attaquent à son propre pancréas. Okay? Il y a la thyroïdite d'Hashimoto, donc une maladie de la glande thyroïde. C'est vos propres anticorps qui s'attaquent à la glande thyroïde. Vous pouvez avoir la sclérose en plaques. Il y en a plein. Okay? Je pourrais faire une liste de maladies auto-immunes. Donc, tout ça est dû à un mauvais contrôle, au mauvais fonctionnement du principe de délétion clonale. Donc, la délétion clonale, c'est quoi? C'est qu'on veut, soit dans la glande, pas la glande, mais dans l'organe, le thymus. Okay? Donc, le thymus, c'est là où se développent les cellules T. Puis, par exemple, au niveau de la rate, où il y a la maturation des cellules B. Donc, si on réalise qu'une de ces cellules-là, cellule B ou cellule T, produirait des anticorps ou des récepteurs qui s'attaqueraient à nos propres cellules, on va les tuer. Donc, on va induire l'apoptose sur nos propres cellules qui pourrait représenter qui pourrait présenter un danger pour notre corps. Okay? Pardon. Quelque chose de particulier là-dedans. Okay? Donc, ces délétions clonales-là, cette sélection des cellules-là, se fait dans des endroits particuliers, okay? Donc dans le thymus puis la rate. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on présente tous les antigènes du soi, donc des antigènes de vos cellules à vous, dans ces organes-là. Donc, les cellules B ou T, okay? Cellules T, on prend l'exemple des cellules T parce qu'on est dans le thymus avec l'image qui est là. Si une cellule T reconnaît un antigène présent sur vos cellules, elle va être éliminée avant de quitter le thymus. Donc, pour la délétion clonale, okay? Un phénomène particulier chez les garçons, il y a des cellules qu'on ne produit pas entre le moment de notre naissance et l'adolescence. Ce sont les spermatozoïdes. Okay? Ce qui fait en sorte que le système immunitaire pourrait reconnaître les spermatozoïdes comme étant étrangers quand on commence à en produire. Okay? Donc, il y a des cellules okay, qui auraient peut-être dû subir la délétion clonale okay, et qui ne l'ont pas fait et qui pourraient potentiellement reconnaître les spermatozoïdes. C'est pour ça okay, que les spermatozoïdes vont être, bon oui, dans les testicules, mais on va considérer les testicules comme étant un site anatomique privilégié. Ce que ça veut dire, c'est que le système immunitaire ne peut pas avoir accès à cette région-là du corps. La seule affaire qui pourrait arriver, c'est si un garçon a une lésion au niveau des testicules. Okay? Blessure en faisant du sport, peu importe, imaginez le pire. Là. Okay? Mais le sang pourrait maintenant avoir accès aux testicules et ça pourrait rendre le garçon stérile. La mémoire immunologique, okay, on peut la vérifier, on peut la mesurer. Donc, par exemple, okay, puis là, la mémoire, je vous rappelle, c'est seulement les cellules de la réponse acquise qui peuvent la développer, donc les cellules B et les cellules T. Lorsque vous êtes en présence d'un antigène pour la première fois, okay, quelques jours après l'infection, vous allez commencer à faire des IgM ou à libérer des IgM dans le sang et un peu plus tard, des IgG. D'accord? Puis là, regardez le temps que ça a pris puis l'intensité okay, ou la quantité d'anticorps produits. Là, pendant cette phase-là, pendant ce qu'on appelle la réponse primaire, vous avez développé une mémoire immunologique. Vous avez développé des cellules mémoire.
Donc, lors d'un deuxième contact avec le même antigène, ça c'est important, okay? Regardez ce qui se produit. En peu de temps, la quantité d'IgG va être beaucoup supérieure et elle va apparaître plus vite. Donc, ce que ça nous informe, c'est que la mémoire immunologique, c'est que ça donne une réponse immunitaire plus rapide et une réponse immunitaire plus forte. Quand on vous vaccine, c'est ça qu'on veut. On veut que le premier contact que vous ayez avec un antigène provienne du vaccin et non pas du vrai virus ou de la vraie bactérie. Donc, comme ça, vous avez votre réponse primaire. Vous développez vos réponses mémoire, vos réponses cellulaires mémoire. Et lorsque ou si le vrai virus, la vraie bactérie vous infecte, vous allez avoir une réponse plus rapide, plus forte. Donc, vous n'aurez pas les symptômes et vous ne serez pas malade. Les interactions entre ce qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigènes et les lymphocytes T. Okay? Je donne un exemple. Okay? Suivez-moi bien. Quand on a une cellule qui est un phagocyte, d'accord? Donc, on le voit par exemple sur l'image en bas à droite, le phagocyte, le macrophage, va présenter, donc va prendre, okay? Supposons que ça c'est ce que j'ai phagocyté, je prends un morceau, okay? Et je vais le présenter par une protéine qu'on appelle le CMH2. Okay? Le CMH2, c'est un outil, c'est une protéine que va utiliser le macrophage pour présenter l'antigène qu'il vient de manger à la cellule T CD4. Donc, la cellule, la T-helper, c'est la CD4. Ce que ça va faire, ça va stimuler la cellule T et la cellule T CD4 va être activée et va pouvoir faire sa job par la suite. Donc, CMH2, retenons ça, c'est produit par une cellule présentatrice d'antigène, donc par un phagocyte uniquement, okay? Et c'est présenté à une cellule T. Quand on a une cellule qui est infectée maintenant par, on va dire, un virus, okay? Donc, ce n'est pas de la phagocytose. Donc là, j'ai mon virus. Le virus infecte une cellule. Okay? Donc, c'est le virus qui est rentré lui-même. La cellule infectée, pour se défendre, elle peut prendre une protéine du virus et la présenter à sa surface via la molécule CMH1. Donc, la cellule immunitaire va prendre cette protéine-là, va la présenter cette fois à la cellule T CD8, et la cellule T CD8 va faire quoi pour la remercier? Bien, elle va la tuer. OK? Donc, je récapitule. Un phagocyte, lorsqu'il mange volontairement une bactérie, un virus, peu importe, il va prendre un morceau de la bactérie, le présenter par son CMH2 à une cellule T CD4. La cellule T CD4 va reconnaître le tout et elle va s'activer, elle va provoquer une réponse immunitaire. Si une cellule est victime d'une infection, donc le virus, la bactérie, le protozoaire entre de lui-même dans la cellule va vouloir se défendre et dire « Hey, regardez qu'est-ce qui est rentré en moi. » Fait que là, on montre un morceau à la surface. Donc, la cellule ici présente un morceau du micro-organisme qui l'a infecté avec son CMH1. Et là, c'est la cellule T CD8 qui reconnaît le tout. Et la cellule T, dans le fond, elle tue la cellule cible. Dans ce cas-ci, le macrophage ne se fait pas tuer. Le macrophage a fait sa job. Okay? Le macrophage a phagocyté quelque chose d'étranger. On remercie le macrophage et on le laisse faire ses choses. Mais là, je pose une question. Qu'est-ce qui arriverait si, par exemple, un virus entrait lui-même dans le macrophage? S'il n'était pas phagocyté, il entrait lui-même. Est-ce que le macrophage présenterait son antigène à la cellule T CD4 ou est-ce qu'il présenterait peut-être par un CMH1 à la cellule T CD8? Qu'est-ce que vous pensez? OK? Le virus entre de lui-même, donc la cellule est victime. Donc, dans ce cas-ci, le macrophage présenterait la protéine virale à la cellule T CD8 et dans ce cas-ci, le macrophage se ferait tuer. OK? Donc, ça, je sais que c'est complexe, mais je voulais résumer, OK, juste pour que vous compreniez qu'il y a des interactions entre les cellules. Donc, on voit ici, c'est une petite animation là, qui vous explique justement le lymphocyte B qui est une cellule. Un lymphocyte B, ça peut faire la phagocytose aussi. Donc, c'est une CPA. On présente l'antigène par le CMH2. Cellule T CD4 arrive ici.
Là, il y a d'autres molécules sur lesquelles moi je n'ai pas insisté, mais il y a de la coopération qui se fait. Donc, dans ce cas-ci, la cellule B se fait activer, la cellule T se fait activer. Donc, les deux vont commencer à se diviser pour augmenter leur nombre. La cellule B va faire des cellules mémoire, puis va faire des plasmocytes. Okay? Donc, à ce moment-là, on va avoir une réponse immunitaire qui va être complète. Ça termine ce chapitre. Donc, complétez votre glossaire, familiarisez-vous avec le vocabulaire, écoutez les petites vidéos. Okay? Puis je vais même vous suggérer une vidéo que j'appelle Immunologie 101. Là. Je vais mettre le lien, vous allez le voir apparaître quelque part ici. Là. Donc, vous pourrez aller cliquer là-dessus, puis regarder ça. Ça devrait vous donner des informations complémentaires. Puis c'est peut-être vulgarisé d'une façon différente, donc vous devriez vous retrouver. Bonne fin de journée. Ah, petit devoir, j'oublie tout le temps quand je dis au revoir. OK. Vous pouvez lire ces chapitres-ci dans le manuel si vous l'avez et répondez aux questions dans le situées à la fin de votre cahier d'exercice, votre cahier de notes de cours, pardon, pour vous pratiquer en prévision de l'examen. Cette fois-ci, bonne fin de journée, puis si vous avez des questions, ne vous gênez pas, je suis là pour vous. J'ai encore oublié quelque chose, OK? Ça fait 3 fois. C'est une petite blague Facebook, comme si les cellules immunitaires avaient leur page Facebook à elles. OK? Donc, je vous laisse méditer là-dessus, regardez ça, puis essayez de comprendre les blagues. Si vous les comprenez, vous me l'expliquerez. D'accord? Je vous laisse là-dessus.